monsieur, bonsoir, très heureuse de vous retrouver ce soir pour une nouvelle édition. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce en l'air et de relayer cette émission et puis bien sûr, écrivez-nous dans les commentaires. Au programme ce soir, retour sur la conversation entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Tel un nouveau camouflet infligé à Emmanuel Macron, le président américain a fait état d'une discussion constructive et positive. La paix n'a toutefois pas fait de grands pas en avant. Nous reviendrons ensuite sur la visite d'Ursula von der Leyen à Londres. Un accord économique et stratégique a été conclu entre l'Union européenne et le Royaume-Uni avec des dispositions piétinant les dispositions du Brexit. Et puis nous irons ensuite en Pologne où le premier tour de la présidentielle est synonyme de coup dur pour le gouvernement de coalition de l'européiste Donald Tusk. Nouvelle uppercut internationale pour Emmanuel Macron. Malgré ses agitations diverses sur la question ukrainienne, le président français est resté bien loin de la discussion entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Le point tout de suite. La paix devra attendre et elle se fera loin d'Emmanuel Macron. Voilà en somme les deux enseignements que l'on peut tirer de la dernière séquence géopolitique autour du conflit en Ukraine. La conversation téléphonique entre le président américain et son homologue russe aura duré plus de 2 heures et les retours des deux parties étaient positifs. Donald Trump semblait même ravi de partager l'expérience avec la presse. Voulez-vous que je vous raconte ma journée pour commencer ? Ma petite conversation avec un gentil monsieur qui s'appelle Vladimir Poutine ? Nous avons eu une bonne discussion et je pense que des progrès ont été accomplis. 5000 jeunes soldats sont tués chaque semaine en moyenne. Comme je l'ai dit, j'ai parlé avec le président Poutine pendant 2 heures et demie. Il m'a écouté très sérieusement. Nous n'aimons pas ce qui se passe. Nous n'aimons pas le fait d'avoir été entraînés là-dedans. La guerre ne serait jamais arrivée sous administration Trump, mais notre pays est à nouveau respecté. Le président américain a également relaté l'épisode sur son réseau Truth Social. Il explique également avoir informé Volodymyr Zelensky, Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron et les autres des termes de la discussion qui n'a pas laissé place aux réquisitions du président français. Face au cynisme du président Poutine, je suis sûr même que le président Trump, soucieux de la crédibilité des États-Unis d'Amérique, va réagir. Parce qu'en fait, la proposition de cessez-le-feu, la proposition de rencontre à haut niveau, ce sont des propositions américaines. Elles sont importantes. Elles ne peuvent pas avoir une telle réponse. Emmanuel Macron avait en effet exhorté Washington à alourdir les sanctions économiques contre Moscou. Bruxelles a d'ailleurs adopté un nouveau train qui n'aura pas plus d'effet que les précédents. Sans surprise, les demandes du président français n'ont pas été entendues par le locataire de la Maison-Blanche. Et pour cause, l'objectif de Donald Trump est d'en finir avec ce conflit en Ukraine lancé par les néoconservateurs des administrations américaines précédentes. Dans ce cadre, les élucubrations déconnectées du terrain militaire que les Européens répètent en boucle comme un mantra en tournant autour de Zelensky n'ont pas de sens. À titre d'exemple, la proposition de cessez-le-feu de 30 jours qui permettrait à l'Ukraine un temps de relâche et donc de réapprovisionnement, un peu à l'image des manipulations occidentales avec les accords de Minsk, ne sont pas recevables par Moscou. C'est d'ailleurs pour cette raison que Vladimir Poutine communique essentiellement avec le président américain et non les Européens. Nous sommes d'accord avec le président américain pour dire que la Russie proposera et est prête à travailler avec la partie ukrainienne sur un mémorandum concernant un éventuel futur accord de paix. Y seront définis un certain nombre de positions, telles que par exemple les principes de règlement, le calendrier d'un éventuel accord de paix, etc. Y compris aussi un éventuel cessez-le-feu pour une certaine durée si les accords pertinents sont atteints. Dans ses déclarations, Donald Trump a repris la proposition du nouveau pape Léon XIV d'accueillir les discussions de paix au Vatican. Des négociations qui pourraient désormais avoir lieu entre l'Ukraine et la Russie directement si l'on en croit les propos de Trump, qui poursuit donc sa volonté de désengagement de ce gouffre financier. Reste toutefois que les Européens, Emmanuel Macron en tête, devraient continuer à s'imposer dans des débats où ils ne sont pas conviés, une attitude qui pourrait ni plus ni moins anéantir les nouveaux efforts diplomatiques entre les deux pays.
Au Royaume-Uni, les européistes ne s'avouent pas vaincus. Ursula von der Leyen s'est rendue à Londres et malgré le Brexit, le gouvernement britannique est toujours bien docile envers l'UE. Renaud de Bourleuf. Être ou ne pas être avec Bruxelles, telle est toujours la question pour le Royaume-Uni. Lundi, le Premier ministre britannique Keir Starmer a reçu à Londres la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Aujourd'hui, nous avons conclu cet accord historique avec l'Union européenne, un nouveau partenariat entre une Grande-Bretagne indépendante et nos alliés en Europe. Il s'agit du premier sommet UE-Royaume-Uni. Il marque une nouvelle ère dans nos relations. Une nouvelle ère qui marque un retour à l'ancien monde. Si la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne a eu lieu le 31 janvier 2020, soit il y a 5 ans, la législation interne n'a pas changé depuis la libération des normes européennes. Comme de nombreuses figures du Parti travailliste, Keir Starmer a plaidé pour l'organisation d'un second référendum, espérant un nouveau résultat favorable aux européistes. Mais comme tous les tenants du Remain, il a fini par renoncer à ce qui ressemblerait à un nouveau coup d'État bruxellois. Renoncer, du moins en apparence. Finalement, Keir Starmer conclut des accords avec l'Union européenne pour aboutir à un Royaume-Uni, certes indépendant, mais toujours aligné sur l'UE. Le premier volet des discussions entre Londres et Bruxelles porte sur la pêche. L'accord permettant aux bateaux européens de pêcher dans les eaux territoriales britanniques a été prolongé jusqu'en 2038. Un accord qui devait initialement expirer en 2026. Le sujet est particulièrement important en France. En effet, au moment du Brexit, environ 500 navires français pêchent dans les eaux britanniques y obtenant environ 30% de leur capture. Ainsi, le vote du Brexit induisant la reprise par la Grande-Bretagne du contrôle de ces eaux est une aubaine pour les pêcheurs britanniques et un coup dur pour les pêcheurs français. Mais une telle situation n'empêchait pas une négociation. C'est en ce sens que fin 2020, une réduction de 25% des quotas de pêche dans les eaux britanniques a été validée par Londres et Bruxelles avec une baisse progressive étalée sur 5 ans. Mais très vite, Emmanuel Macron a reproché au gouvernement britannique de Boris Johnson de ne pas accorder assez de licences aux navires français. Le Royaume-Uni avait beau, selon les médias mainstream, plonger dans le chaos par le Brexit, le président Macron n'a pas vraiment réussi son bras de fer avec Boris Johnson. Finalement, après l'impuissance de Paris, c'est Bruxelles qui prend en charge le dossier. De l'autre côté de la Manche, l'accord est plutôt vu comme un abandon de la pêche. L'Association des pêcheurs de Shetland, organisation écossaise, a d'emblée critiqué ce renoncement du Royaume-Uni à devenir un État côtier indépendant. Tout un secteur qui doit se demander à quoi servait la sortie de l'UE. D'autre part, l'Union européenne et le Royaume-Uni ont validé un accord sur le contrôle sur la nourriture et les végétaux. En clair, pour réduire les formalités administratives aux frontières, le Royaume-Uni va s'aligner sur les normes sanitaires et phytosanitaires de l'UE. Interrogé sur le média GB News, l'ancien Premier ministre Boris Johnson a fustigé une trahison du Brexit par Keir Starmer. Il a dit qu'il ne reviendrait pas sur le Brexit concernant les libertés conquises par le peuple britannique lors du référendum. Il a fait tout le contraire. Il a décidé de faire de ce pays un pays soumis. Enfin, le cœur du sommet Londres-Bruxelles porte sur la défense et la sécurité. Sans surprise, Keir Starmer, adepte des voyages nocturnes en train avec Emmanuel Macron, est totalement aligné sur la ligne néoconservatrice de la Commission. L'accord doit permettre au Royaume-Uni de participer à des réunions ministérielles de l'UE et de rejoindre certaines missions militaires européennes. Il ouvre également l'accès des entreprises britanniques au futur programme européen doté de 150 milliards d'euros, visant à développer la base industrielle de défense au sein de l'UE. Le Royaume-Uni est donc devenu libre de poursuivre l'allégeance de ses dirigeants envers Bruxelles. Sévère déconvenue pour les eurocrates en Pologne. Dimanche, lors du premier tour, la coalition de Donald Tusk a enregistré un sévère recul. L'opposition conservatrice, bien que donnée perdante, garde ses chances au second tour, tandis que les nationalistes enregistrent une progression. Le point de Nicolas de Lamberterie. Les européistes faisaient la grimace dimanche soir à Varsovie après l'annonce des résultats du premier tour de l'élection présidentielle polonaise. En effet, bien que Rafał Trzaskowski, l'actuel maire de Varsovie et candidat euromondialiste de la coalition gouvernementale, soit arrivé en tête du premier tour, son score est très inférieur à ce que les sondages laissaient entrevoir, puisqu'il recueille 31% des suffrages. Les autres candidats issus de la coalition gouvernementale, le centriste Hołownia et la candidate de gauche Biejat, sont en dessous des 5%, ce qui constitue pour eux un recul considérable, en particulier pour Szymon Hołownia, actuel maréchal de la Diète, c'est-à-dire président du Parlement polonais et second personnage de l'État, étant donné qu'il recueillait presque 15% des suffrages lors de la précédente présidentielle de 2020. En clair,
le spectre de l'actuelle coalition gouvernementale s'est considérablement rétréci autour principalement de sa force dominante, la plateforme civique du Premier ministre Donald Tusk. Un peu plus d'un an après le retour au pouvoir des libéraux en Pologne, pourtant bien aidés par Bruxelles qui avait immédiatement débloqué tous les fonds européens illégalement gelés lorsque les conservateurs étaient au pouvoir, ce résultat sonne donc comme une alerte. De l'autre côté du spectre politique, le parti Droit et Justice, le PiS, s'en sort plutôt bien, puisque le candidat qu'il soutient, l'historien Karol Nawrocki, arrive en deuxième position avec 29% des voix, alors qu'en mars 2025, les intentions de vote le faisaient dangereusement approcher les 20%. Sa visite à la Maison-Blanche d'une part, et les erreurs de ses concurrents nationalistes d'autre part, ont sans doute contribué à relancer sa campagne. Du côté des nationalistes, la satisfaction est malgré tout de mise. Alors qu'ils étaient jusqu'alors tous réunis au sein de la même plateforme, la Confédération, ils se sont finalement scindés en deux, ce qui leur a plutôt réussi, puisque les deux candidats nationalistes ont pu bénéficier chacun de leur dynamique propre. Sławomir Mencen, un temps donné au second tour, a progressivement perdu pied au printemps, mais termine malgré tout à 15%. Un résultat historique pour la Confédération, qui est désormais solidement stabilisée dans le champ politique polonais et peut raisonnablement espérer un jour entrer dans une coalition gouvernementale. Quant au nationaliste radical Grzegorz Braun, connu en Pologne et à l'international pour ses frasques et scandales, sa 4e position à plus de 6% constitue l'une des grandes surprises du scrutin et montre qu'il a réussi son pari en quittant la Confédération. Peu de temps avant le scrutin, Braun s'était notamment illustré en brûlant en public un drapeau de l'Union européenne. Le second tour va donc désormais opposer le candidat libéral au candidat conservateur dans une répétition habituelle du dualisme politique polonais que ni les centristes ni les nationalistes ne sont parvenus à briser cette fois-ci encore. L'élection se jouera donc sur les reports de voix, avec pour mot d'ordre de part et d'autre le rejet de l'autre candidat. Hołownia et Biejat, associés à la coalition gouvernementale, ont immédiatement et sans surprise apporté leur soutien pour le second tour à Rafał Trzaskowski. Le candidat de gauche indépendant, Zandberg, n'a quant à lui pas donné de consigne. Du côté des nationalistes, Grzegorz Braun n'a donné qu'une seule consigne. Aucune voix pour le libéral Trzaskowski, invitant donc ses électeurs à voter pour le candidat conservateur ou à s'abstenir. Quant à Mencen, fort de ses 15%, dont la remobilisation ou non sera décisive pour déterminer le prochain président, il a demandé au candidat finaliste de s'engager sur une charte en 8 points. Si le libéral Trzaskowski est resté évasif, le conservateur Nawrocki, qui a absolument besoin des voix de Mencen pour l'emporter, s'est très rapidement engagé à signer cette charte. Désormais, les deux finalistes vont chacun jouer leur partition pour séduire les indécis, principalement en mobilisant sur le rejet de l'autre, c'est-à-dire soit le rejet de l'agenda pro-Bruxelles et LGBT des libéraux, ou le rejet du conservatisme et des méthodes de gouvernement du PiS de l'autre côté. Dans le régime semi-présidentiel polonais, le président dispose d'un certain nombre de pouvoirs, et notamment celui de la possibilité d'opposer son veto aux lois votées par le Parlement. Pour les libéraux, la conquête de la présidence leur assurerait les pleins pouvoirs pour le reste de la mandature législative, pleins pouvoirs dont ils se serviraient sans aucun doute pour asseoir leur mainmise durable sur le pays. Pour les conservateurs, garder la présidence leur donnerait une chance de rebondir aux prochaines législatives. Nul doute que la campagne de second tour sera serrée et à couteau tiré, comme souvent le sont les campagnes électorales en Pologne. Depuis plusieurs semaines, le gouvernement agite d'ailleurs sans surprise le chiffon rouge des ingérences russes, certains de ses membres ayant même cité le cas roumain comme un exemple à suivre. Verdict, le 1er juin. Et l'on part à présent faire le tour de l'actualité en France. Le gouvernement français ne convainc pas la Commission européenne. Malgré les déclarations de Paris, les instances bruxelloises estiment le déficit public de la France au-dessus des projections de l'exécutif pour l'année 2025. Si la loi de finances fait état de 5,4% de déficit, la Commission table quant à elle sur 5,6%, toujours bien loin de la règle des 3% normalement imposée par l'Union européenne. Une vision pessimiste qui tranche avec les effets d'annonce multipliés par la Macronie depuis plusieurs jours autour de Choose Friends, une opération qui ressemble à une funeste vente aux enchères de notre pays. La Commission estime aussi que l'attractivité économique de notre pays devrait encore décélérer en 2025 à cause de la politique budgétaire restrictive et des inquiétudes économiques et politiques au niveau national et international. Une situation également marquée par un chômage à 7,9% sur l'année. Pas de doute, Mozart est au pouvoir.
Les courses-poursuites font leur grand retour. Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, a ordonné au préfet que les équipages de police poursuivent tous les chauffeurs des rodéos urbains. Jusqu'ici, les agences des forces de l'ordre devaient uniquement suivre l'initiative face à des faits de grande gravité. En réalité, les consignes données aux policiers étaient le résultat d'une reculade de l'État face à la crainte d'émeutes en banlieue en cas d'accident mortel des fuyards pendant la course-poursuite. Bruno Retailleau a donc voulu rendre les opérations de police plus simples. Les agents devront toutefois systématiquement déclencher leurs caméras piétons et la géolocalisation des véhicules. L'insoumis Antoine Léaumont s'est insurgé contre ces dispositions qu'il juge criminelles et dangereuses pour les cyclistes et les piétons. Rappelons à toute fin utile que les délinquants en question ont toujours la possibilité d'obtempérer plutôt que de fuir. 40 agressions par semaine, voilà le chiffre avancé pour les agressions sur les élus de la République par le ministère de l'Intérieur. Si ces atteintes ont baissé de 9% entre 2023 et 2024, elles restent particulièrement élevées. Selon le ministre délégué François-Noël Buffet, aucun territoire n'échappe au phénomène des villes aux campagnes en passant par les territoires d'outre-mer. Sans surprise, la région parisienne, en raison de la concentration du nombre d'élus, est la plus touchée. Par ailleurs, les premières victimes de ces agressions sont les maires, réceptacles de 64% des atteintes. Si 10% de ces faits relèvent de la violence physique, l'essentiel se borne aux menaces et aux outrages sans suite. Les élus locaux vivant dans la cité au plus près de leurs administrés font souvent les frais de la défiance à l'égard des institutions d'un État de plus en plus dysfonctionnel. Mort d'un soldat français en Guyane. Lundi, le corps sans vie du sergent Maxence Roger, âgé de 27 ans, a été retrouvé dans les environs d'un poste fluvial après plusieurs heures de recherche en eau vive. Le militaire était déployé dans l'opération Harpie, menée en Guyane contre l'orpaillage illégal, exploitation clandestine de gisements d'or. Rappelons qu'entre 2006 et 2023, 10 militaires et 2 piroguiers travaillant pour l'armée française sont morts dans le cadre de la lutte contre l'orpaillage clandestin dans le 2e département le plus pauvre du pays. Le communiqué officiel fait état d'un décès accidentel. Une enquête est en cours. Et nous poursuivons avec l'actualité internationale. Le feuilleton santé de Joe Biden continue. Après les révélations du cancer de la prostate dont souffre l'ancien président, les rumeurs sur les dissimulations ressurgissent. Donald Trump souligne qu'il est surprenant que le public n'ait pas été informé alors que Joe Biden aurait désormais un cancer présentant un score de Gleason de 9 sur une échelle de 0 à 10, c'est-à-dire très avancé. Aux États-Unis, de nombreux médecins abondent dans ce sens, affirmant qu'on n'arrive pas à un tel stade du cancer en une centaine de jours. Certains estiment que Joe Biden pouvait en être déjà atteint lors de son arrivée à la Maison-Blanche en 2021. Des questions qui n'en finissent pas de faire du bruit alors que ce mardi paraît outre-Atlantique un livre-enquête intitulé « Péché originel, le déclin du président Biden, sa dissimulation et son choix désastreux de se représenter ». Le médecin personnel de l'ancien président y est accusé d'avoir délibérément menti sur l'état de santé physique et cognitif de Joe Biden. Avec ces révélations, c'est finalement tout l'appareil du Parti démocrate qui est mis dans l'embarras. Les plus proches de l'ancien président ne pouvaient ignorer ses fréquents trous de mémoire ou ses états de faiblesse. Toujours aux États-Unis, 5 millions de dollars pour la famille d'Ashley Babbitt. Lors de l'incursion à l'intérieur du Capitole en 2021, après l'élection de Joe Biden, la jeune femme de 35 ans, ancien soldat américain, avait été tuée par un agent de police. La famille de la victime avait alors porté l'affaire devant la justice, réclamant 30 millions de dollars de dédommagement. Avec le retour au pouvoir de Donald Trump, le ministère de la Justice a proposé un accord à l'amiable à la famille, comme c'est fréquemment le cas aux États-Unis. La famille de la victime devrait donc toucher près de 5 millions de dollars. Cette affaire permet aussi de rappeler une nouvelle fois qu'Ashley Babbitt est la seule personne décédée lors de l'affaire du Capitole, contrairement à ce que les fausses rumeurs avaient diffusé pour justifier une prétendue violence des supporters de Donald Trump. Le policier à l'origine du tir mortel contre Ashley Babbitt a quant à lui été blanchi. Impuissante mais pas contente, la communauté internationale s'insurge contre les opérations dirigées par Benjamin Netanyahou sur la bande de Gaza depuis samedi. Lundi, Emmanuel Macron, le Premier ministre britannique Starmer et son homologue canadien se sont fendus d'une déclaration conjointe pour condamner, je cite, les actions scandaleuses du Premier ministre israélien sur l'enclave palestinienne, évoquant un niveau de souffrance humaine
intolérable. Les 3 dirigeants ont réclamé l'arrêt de l'opération Chariot de Gédéon et l'entrée immédiate d'aide humanitaire à Gaza. Ils ont également menacé Israël de mesures ciblées si le gouvernement ne mettait pas fin à la colonisation illégale et au travail de sable de la viabilité d'un État palestinien. Des déclarations qui semblent un peu déconnectées du réel puisque l'enclave de Gaza est désormais détruite à quelques 60%. Seul Donald Trump pourrait sans doute espérer avoir une influence sur l'action de Benjamin Netanyahou qui mise quant à lui sa survie politique sur la poursuite des opérations militaires. L'Algérie refuse l'immigration subsaharienne. Le Niger a fait savoir qu'il envisageait de rapatrier quelques 5000 ressortissants expulsés par Alger. Plus de 7000 clandestins avaient déjà été renvoyés par l'Algérie lors du premier trimestre de cette année, 31 000 sur l'année 2024. Le pays du Maghreb, point de transit vers l'Europe, est de plus en plus intransigeant face aux phénomènes migratoires en provenance du sud de l'Afrique. Sans surprise, l'Organisation internationale pour les migrations de l'ONU dénonce la pression exercée par l'Algérie qui entraîne une surpopulation dans les centres d'hébergement. Du côté du Niger, le ministre de l'Intérieur considère que le refoulement massif des candidats à l'émigration perturbe l'équilibre sécuritaire. Rappelons que selon les projections démographiques, l'Afrique subsaharienne devrait compter 3,8 milliards de personnes en 2100 quand l'ensemble des pays du Maghreb atteindront les 130 millions. Et voilà, nous approchons de la fin de cette édition. Dès à présent, retrouvez Choc du Monde. Édouard Chano reçoit Raphaël Auclair pour évoquer les négociations de paix autour du conflit en Ukraine. Mais d'ailleurs, il y avait des Ukrainiens qui étaient venus là où j'habite suite à l'invasion et qui me disaient que pour eux, ils en avaient à la limite peu leur importer d'être russes ou ukrainiens parce qu'ils parlaient russe tous les jours. Et d'ailleurs, une me disait que depuis l'interdiction des musiques russes, parce que tout est interdit, les médias russes, les musiques russes, les télés russes, ça lui manquait, parce que ce qui montre quand même de fait que c'était une part de son identité. Est-ce que la Russie va pousser jusqu'à Odessa? Après, tout dépendra de la réalité du terrain. Également au programme le Zoom du jour, Jean-Frédéric Poisson, président de VIA, Parti chrétien-démocrate, tire la sonnette d'alarme sur la dérive autoritaire de l'Organisation mondiale de la santé avec son nouveau traité sur les pandémies, adopté hier, le 20 mai, lors de l'Assemblée mondiale de la santé. C'est comme si ce qui nous est présenté comme l'état de droit avait une espèce d'obsession, c'est-à-dire d'instaurer les concepts les plus flous, les plus vagues possibles pour que ceux qui sont aux affaires puissent s'en servir après comme ils veulent. On voit cette dérive, on la voit également dans le texte qui est en train d'être débattu à l'Assemblée nationale ces jours-ci sur l'euthanasie et le suicide assisté, où nous sommes dans un certain nombre de notions qui sont absolument vagues, ce qui fait que n'importe qui peut les interpréter à peu près comme il veut, sauf que ça nous mène tous en danger, parce qu'on ne sait pas très bien ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire. Enfin, quand le cadre n'est pas précisément délimité, les premiers qui en souffrent, c'est ceux qui sont censés le respecter, ce cadre. Et bien là, pour l'OMS, c'est la même chose, c'est-à-dire que dans le but de renforcer le pouvoir de cette organisation internationale, on rend les concepts plus flous pour donner de plus en plus de responsabilités à cette machine qui serait capable d'imposer une politique sanitaire mondiale, mais surtout, très probablement, des intérêts d'opérateurs privés comme le Big Pharma, qui pourraient agir ainsi sur l'ensemble de l'humanité avec la bénédiction d'une organisation internationale. Retrouvez également sur la chaîne YouTube Format Court de TVL le directeur de l'Observatoire du journalisme, Claude Cholet. Il fait le portrait piquant de Martin Adjari. C'est à présent la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain. Bonsoir.